Réalisation Jacques Roger depuis Washington DC. Ce soir, une grande personnalité de notre pays que nous recevons, le ministre Kone Katina. Je crois bien qu'on l'a déjà en ligne. Le ministre Kone Katina, vous vous souvenez, le ministre Kone Katina a été ministre délégué du budget du gouvernement à Kengbo. Juste Kone Katina a échappé, pour ceux qui ne le savent pas, à plusieurs enlèvements au Ghana où il se trouve en exil depuis la capture le 11 avril 2011 du président Laurent Gbagbo, dont il est d'ailleurs le porte-parole, accusé par le régime actuel de son pays de crimes. Il avait été accusé de crimes économiques. On s'en souvient bien. Monsieur Kone Katina avait été libéré proprement par la justice ghanéenne qui a conclu que, après avoir examiné avec une attention particulière et les enquêtes qui ont duré plus de 2 semaines, plusieurs semaines d'ailleurs, la justice ghanéenne avait conclu que les accusations contre le ministre Katina ne sont pas du tout fondées, mais qu'elles étaient bien guidées par des motivations politiques. On va d'un moment à l'autre avoir le ministre Kone Katina. On est toujours, il nous a donné notre accord, son accord tout à l'heure. Il est là, il attend d'un moment à l'autre qu'on puisse l'avoir. Kone Katina a été auteur de Côte d'Ivoire, l'audace de la rupture, dont nous allons parler tout à l'heure. Mais sachez déjà, avant qu'on ne nous fasse signe que notre invité est en ligne, sachez que les 83 pro-Gbagbo étaient ce matin devant la justice de Côte d'Ivoire, devant la justice de leur pays, avec en tête Simone Gbagbo qui est apparu après plus de 3 ans de détention, de résidence protégée au nord du pays. Simone Gbagbo était elle-même présente ce matin à la cour de justice à Abidjan avec tous les autres, tout le Gotha de l'ancien régime Laurent Gbagbo, voilà, et tous étaient à la justice ce matin. Je crois que les débats proprement dits vont commencer le lundi, voilà. Ce matin, il s'était agi de la présentation de toutes ces personnalités-là. On a pu reconnaître le président Pascal Affi, le ministre, le premier ministre Kengbo, Madame Simone Gbagbo et tout le reste, tous les autres. Et tous, je crois qu'ils vont avoir droit. Ce jugement va donc commencer très bientôt. Pour l'instant, donc, ce soir, c'est Monsieur Kone Katina que nous attendons d'un moment à l'autre. Je crois que la réalisation, allez-y, faites-nous signe si vous l'avez. Il est là, il vient de nous confirmer qu'il attend donc le coup de fil. Donc, d'un moment à l'autre, on aura le ministre Kone Katina pour nous parler justement ce soir de toutes les réalisations, des travaux qu'on a taxé de travaux d'Hercule de Alassane Ouattara. Alors, ce sont les réalisations relatives à l'échangeur de la Rivera, au pont entre la 7e et la 8e tranche, le 3e pont Henri Konan Bédié, et puis l'autoroute entre Bassam et Abidjan, le tronçon du Maou, l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, les travaux de l'hôpital, des hôpitaux de Angré et de Gagnoa, tout cela. On va rentrer en détail avec le ministre Katina. Il va nous dire ce qu'il pense justement de ces travaux qu'on appelle travaux d'Hercule de M. Alassane Draman Ouattara. Quelle est sa part de vérité dans la réalisation de tout cela? On va donc avoir tous ces points-là. On aura discuté de tous ces points avec le ministre Kone Katina que nous attendons donc d'un moment à l'autre pour cette édition spéciale de Dias Politique. Vous savez que Dias Politique, c'est chaque samedi de 18h à 23h. Ce soir, donc, à la demande générale de beaucoup de nos auditeurs qui ont demandé, qui ont voulu avoir le ministre un vendredi au lieu que ce soit samedi comme cela est souvent le cas. Voilà. Nous avons donc eu monsieur le ministre pour lui demander s'il était partant pour qu'on fasse l'émission vendredi au lieu que ce soit samedi. Il a donné son accord de principe et vient juste de m'envoyer un texto, même, il n'y a même pas encore 1 minute où il m'a dit qu'il attend toujours qu'on l'appelle. Donc d'un moment à l'autre, nous allons avoir le ministre qui va donc nous parler de ces différentes situations. Alors, alors à la réalisation, Jacques Roger, faites-nous signe d'un moment à l'autre, enfin, dès que vous avez le ministre, faites-nous signe
pour qu'on puisse commencer justement cette émission. Le ministre attend toujours donc nos appels. Donc ce soir, c'est une émission spéciale diaspolitique, comme je vous le dis. On va parler donc de toutes les réalisations du gouvernement en place aujourd'hui, hein, ce qu'on a appelé les travaux d'Hercule de Alassane Ouattara. Et pour en parler, nous avons l'ancien ministre de budget, hein, délégué du budget, M. Kone Katina, qui se trouve justement au Ghana, hein, où il est en exil depuis avril 2011. Alors, donc voilà, on nous fait signe que Monsieur le ministre est là. Alors, je disais tout à l'heure donc à nos auditeurs que celui que nous recevons donc est ex-ministre délégué du budget du gouvernement à Kengbo, hein, je sais que Katina a échappé à plusieurs enlèvements au Ghana où il se trouve en exil depuis le 11 avril 2011, hein, depuis que son mentor, le président Laurent Gbagbo, a été capturé et envoyé à La Haye. Il est d'ailleurs le porte-parole du président Laurent Gbagbo. Il a été accusé de crimes économiques. L'ancien ministre du budget sera d'ailleurs libéré proprement, hein, par la justice ghanéenne qui a conclu, après avoir examiné cette affaire avec une attention particulière et des enquêtes qui ont duré plusieurs semaines, que les accusations contre le ministre Katina ne sont pas du tout fondées, mais qu'elles étaient bien entendu guidées par des motivations politiques. Voilà, Kone Katina est aussi auteur de Côte d'Ivoire, l'audace de la rupture, hein, publié par les éditions Harmattan, un ouvrage préfacé d'ailleurs par l'écrivain Bernard Bédadier. Alors, monsieur le ministre, vraiment merci d'avoir répondu à notre appel, hein, ce soir pour parler des travaux d'Hercule de Alassane Dramane Ouattara. Les travaux d'Hercule, vous vous souvenez, c'est bien l'échangeur de la Rivera. Le pont entre la 7e tranche et la 8e tranche, le 3e pont Henri Konan Bédié, qu'on a surnommé le pont Henri Konan Bédié, dont d'ailleurs les partisans du président actuel s'en enorgueillissent tant. Il y a ceux qu'on classe justement parmi ces travaux d'Hercule, il y a aussi l'autoroute entre Bassam et Abidjan, il y a le tronçon du Maou, l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, les travaux des hôpitaux de Angré et de Gagnoa. Voilà, tout cela, nous allons en parler tout à l'heure avec votre œil de spécialiste. Monsieur le ministre, encore une fois de plus, merci. Alors, comment vous portez-vous là-bas au Ghana, monsieur le ministre? Que fait le ministre Katina pour survivre dans cet exil? Je vous remercie beaucoup. Merci de pouvoir me permettre donc de vous commenter sur la magie, la situation politico-magie de magie qui a cours en Côte d'Ivoire. Je vais bien, je vais très bien, je vais bien avec l'aide de Dieu, de ma famille et des amis. Nous survivons comme nous pouvons. Ça fait partie aussi de la bataille politique. Et je vis comme tous les exilés avec toutes les difficultés que cela comporte mais comme je l'ai dit, on ne peut pas imaginer un tel combat sans souffrance, sans peine. Donc, j'assume pleinement ma peine. Et comparé à celle du président Laurent Gbagbo, je dis que moi, à la limite, je fais la fête. Lui, il est en prison, et il y a plein d'autres qui sont en prison, qui ne sont pas jugés, qui sont tués. Donc, je ne peux pas me plaindre. Je fais partie du combat et je suis dans la lutte du combat. Merci, monsieur le ministre, hein, pour tous ceux qui vous ont suivi, hein, tout récemment, qui ont d'ailleurs suivi l'acharnement du pouvoir d'Abidjan sur votre personne. Hein, tous sont unanimes à reconnaître que vous serez certainement la dernière personne, hein, à quitter le Ghana. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses? Absolument, il y a ça, et puis il y a le fait quand même que n'oubliez pas que je suis le porte-parole du président Laurent Gbagbo, et nous avons de nombreux exilés, réfugiés qui ont quitté le pays, qui nous ont suivis, et qui sont là pour lesquels la situation n'est pas encore arrangée. Il me paraît difficile dans ces circonstances-là que je puisse partir, le président Laurent Gbagbo en prison, que ces exilés qui l'ont suivi, qui ont suivi son combat, on les abandonne tels qu'ils sont. J'ai quand même ce devoir moral-là d'être avec eux, et cela fait que mon exil, au-delà de même ma propre intérêt personnel, prend une autre connotation et je suis obligé de l'assumer. Et ça fait que, tant qu'on n'a pas réglé ce problème de façon globale de tous ces exilés, des pauvres personnes qui sont dans l'écran, j'ai du mal moralement à les abandonner et à partir en Côte d'Ivoire. C'est une position tout à fait qui me paraît logique et qui est conforme donc au mandat que le président Laurent Gbagbo m'a donné.
C'est ça, on comprend aisément votre façon de voir la chose, hein, exactement. Alors, vous avez, j'ai tout à l'heure fait allusion à l'ouvrage que vous avez écrit, hein, l'audace de la rupture. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet ouvrage-là, dans lequel vous avez d'ailleurs dépeint les relations entre les puissances colonisatrices et leurs colonies, particulièrement entre la France et la Côte d'Ivoire. Quel message vous lancez aujourd'hui aux nouvelles générations? Il est tout simple. Il ne faut même pas que nous rêvions. Nous ne pouvons pas rêver. Il ne faut pas que nous faisions d'illusions, que nous nourrissions d'illusions. La Côte d'Ivoire, à l'instar des pays africains, dans le contexte aujourd'hui et selon l'ordre établi, ne pourra jamais se développer si nous restons dans cet ordre-là. Si nous n'opérons pas cette rupture, il faut l'opérer. Elle va être audacieuse, elle va être douloureuse, il faut de l'audace pour le faire. C'est le détail ici. Parce que nous avons beaucoup de contraintes, beaucoup de lieux qui nous tiennent en servilité, et beaucoup de pesanteurs qui nous bloquent notre développement, que ce soit le système financier, que le système diplomatique, que ce soit le système militaire, que le système économique, où nous échappons. Et dans ces conditions-là, il n'est pas possible que nous puissions rester dans ce cadre-là et avancer. C'est pourquoi le l'état de l'audace, la rupture, il faut que nous soyons audacieux et dire que l'ordre dans lequel nous sommes, nous comprenons totalement à ce point de vue et qu'il n'est pas possible d'imaginer notre développement si nous ne faisons pas cette rupture. Voilà, mais merci Monsieur le ministre, en attendant certainement qu'on ait la possibilité ici, dans la diaspora, surtout aux États-Unis, d'avoir ce livre-là. Alors j'ai retenu quand même un passage dans ce livre relatif au coup de fil, le vendredi 11 avril 2011, d'un ministre français qui s'étant trompé d'interlocuteur, vous a révélé certains secrets. De quoi s'est-il agi exactement? Il s'agit de Madame... comment s'appelle la directrice du FMI, Madame Lagarde. son nom c'était Lagarde qui était ministre de l'économie et des finances. Oui. Nicolas Sarkozy, qui un vendredi en février passe un appel pensant pouvoir parler au ministre Bichard, puisque j'occupais son bureau, le bureau qui m'occupait avant, c'est le bureau que moi j'occupais quand j'étais encore en poste. Et comme je ne sais pas qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête, elle pensait que Bichard était là-bas, elle l'a appelé, et c'est là qu'elle va me dire que le gouvernement français a décidé de faire fermer ses banques en Côte d'Ivoire, pensant qu'elle parlait à Bibi, que c'était un coup de pouce qu'elle voulait donner à M. Ouattara. Donc voilà, c'était, je pense que c'était un coup de fil divin. Évidemment, nous a permis donc nous de prendre des mesures rapidement pour contrer ce que nous devons plus contrer. Voilà un peu ce qui s'est passé. Voilà, justement. M'a appelé sur ma ligne directe en pensant qu'elle appelait Bibi Charles pour lui révéler un secret concernant la fermeture des banques qui avait été ordonnée depuis Paris. Décidément. On espère qu'on aura l'occasion d'avoir ce livre-là, justement, c'est certainement ce qui vous a fait écrire quelque part où je vous ai lu. Vous avez dit notre monnaie, notre système bancaire, notre défense, nos terres, tout est mis sous contrôle. Nous sommes des esclaves consentants des temps modernes. Nous travaillons uniquement pour nourrir nos maîtres. Nous vivons une variante de l'esclavage vécue par nos ancêtres. Apparemment pour vous, l'Afrique ploie encore sous une soumission complète en 21e siècle, c'est ça? Oui, il n'y a même pas à côté là-dessus. Vous n'avez qu'à vous regarder, car regardez même aujourd'hui ce qui se passe. D'ailleurs, il y a un deuxième livre qui va sortir certainement dans un deuxième mois, que j'ai la suite logique de celui-là que j'appelle idéologie, conscience et combat politique, pour compléter ce que nous regardons aujourd'hui au sein de nos partis en Côte d'Ivoire, la façon dont nous nous comportons, que nous attendons tout, ne serait-ce que même la gestion quotidienne de notre pays. Nous sommes obligés d'attendre des institutions de Paris. Vous imaginez des personnes qui sont prisonnières en prison, pour les juger, il faut que Paris les oblige, l'Union européenne les oblige en disant, bon, mais si vous ne les jugez pas, on a donné 5 millions, on veut vous donner 5 millions d'euros, vous imaginez 5 millions d'euros pour réhabiliter votre tribunal, puisque vous ne les jugez pas, nous n'allons pas vous le donner, et puis bon, du coup, c'est-à-dire que nous ne rendons pas compte, mais nous sommes dans un système qui nous tient totalement désormais. Il faut que nous ayons le courage de l'admettre. Quand le président de notre parti dit, au lundi, allez aux élections, parce que c'est la solution,
lui, il y croit. Et que finalement, ça veut dire que dans la réalité, nous n'avons pas encore pris conscience du niveau de combat que nous devons mener. C'est tout ça que j'appelle l'audace dans la lecture. Nous devons nous battre pour sortir de cette façon de faire. Mais je ne vois pas un seul pays au monde, en tout cas en dehors de la sphère culturelle africaine, dans la sphère politique africaine, je ne vois pas comment des pays sont aussi soumis à un ordre comme les pays africains. Nous devons avoir le courage de le dire et de nous battre contre ça. Ce n'est pas faire de l'injure à quelqu'un, c'est de poser les diagnostics de tous de nos mots, de tous ce dont nous souffrons, et de regarder en face et de chercher la solution à nos problèmes. Et ça ne peut pas passer autrement que si nous mettons en cause, et vraiment je dis en cause, à plat, un certain nombre de questions fondamentales qui sont des questions existentielles pour nous. Il faut que nous puissions accepter de les mettre à plat. Et ces questions-là, parce que comme vous l'avez dit, que ce soit la monnaie, on ne peut pas nous emporter à exercer ça. Le système bancaire, la Côte d'Ivoire a expérimenté un seul coup de fil. L'un seul ministre du budget d'un pays est suffisant pour bloquer le système bancaire d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas d'armée, nous nous sommes rendus compte en 2002 que quand on nous a attaqués, que nous n'avons aucune armée. Nous ne sommes pas maîtres de notre politique diplomatique, puisque quand nous avions des problèmes de la France qui alors qui était notre adversaire à gérer dans la crise là, qui défendait nos dossiers à l'ONU, tout ça c'est de l'enfantillage, nous sommes dans une logique et nous devons sortir de là. Nous devons sortir de là. Mon souhait c'est que la crise que nous avons secouée, qui nous a secoué qui continue de se vivre en Côte d'Ivoire, avec de nombreux morts, des prisonniers politiques qui souffrent, des exilés, avec le président Laurent Gbagbo à la CPI, à la CPI, dans ces circonstances-là, il faut que nous acceptions que ce soit une pénitence pour nous remettre totalement en cause, et quand je parle de remise en cause, c'est vraiment de remettre tout ce tort-là, accepter de l'affronter dans ses fondamentaux. Voilà ce que j'essaie d'expliquer aux uns et aux autres, et pour dire que la situation dans laquelle nous vivons n'est pas une situation qui peut être réglée par des réformettes. Oui, bon, on a compris un point ici, on est heureux, on a pris la solution. Non, la question fondamentale, nous sommes dans un engrenage, nous devons en sortir. Il faut affronter, et ce n'est pas par des réformettes de type ce que j'appelle la politique illusion, d'ailleurs je vais le dire tout à l'heure dans l'émission, et qui va nous faire avancer. Voilà, merci Monsieur le ministre, merci beaucoup. On va justement aller très rapidement. Ils sont nombreux qui sont en ligne, qui veulent justement avoir votre point de vue sur ce qu'on a taxé de travaux d'Hercule de Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Tout à l'heure, je l'ai dit, quand on parle de travaux d'Hercule d'Alassane Ouattara, on pense à l'autoroute entre Bassam et Abidjan, le tronçon du Maou, l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, les travaux des hôpitaux de Yangré et de Gagnoa, le fameux pont, le troisième pont Henri Konan Bédié, l'échangeur de la Rivera. Alors, qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui pensent que M. Ouattara a réussi là où vous avez échoué? Alors, je dis tout de suite que nous n'avons pas échoué. Nous, la Côte d'Ivoire a toujours été au chantier. C'est-à-dire que le troisième pont, là, qu'on appelle le troisième pont, le pont que nous avions appelé le pont Rivera Marcory, a fait du retard dans sa réalisation de particulièrement plus de 15 ans par la Côte de Ouattara. Il faudra que vous compreniez l'histoire de ce pont et l'histoire de cette infrastructure. Abidjan a un plan directeur. Je suis resté plus de 16 ans directeur général du directeur du Canada, de Côte d'Ivoire, et je sais de quoi nous parlons. Abidjan a un plan directeur. Et dans ce plan directeur, il y a une grande voie, comme un peu le périphérique en France, qu'on appelle la Y4, qui avait été prévue, qui devait faire la ceinture de tout Abidjan, et pour avoir des sorties pour desservir les quartiers, comme les périphériques. Quand vous allez aller en France, comme c'est le repère malheureusement des Ivoiriens, si vous allez en France, vous voyez Porte-Maillot, Porte-Clichy, Porte-Clignancourt. Il y a ce périphérique-là, c'était le même système qui avait été décidé pour faire le périphérique, faire le tour d'Abidjan. Il y a des plans directeurs à la ville d'Abidjan. Et dans cette mise en œuvre de ce plan directeur, il avait été prévu une voie de dégagement, une voie de sortie entre la Rivera et Marcory. Et ce plan directeur
Donc, ce schéma-là va être mis en œuvre sous dédié quand il va faire sa campagne pour les élections 95 avec ce qu'on appelle les 12 travaux éléphants. Et le pont de la Riviera à Marcory avait été programmé à cette échelle-là. Et il s'agissait donc de faire un pont, et je dirais nous coûter autour de, il avait été évalué en son temps autour de 81 milliards de francs CFA, et puis bon, ça va trouver un système de financement. Je vous le dis, il faut que vos auditeurs prennent attention à ce que nous sommes en train de dire. Et ce financement, la Côte d'Ivoire avait du mal à le mobiliser. Donc, il fallait créer ce que nous appelons, situer un système qu'on appelle le BOT, Build, Operating et Transfer, construire, exploiter et transférer par la suite. C'est-à-dire un concessionnaire, il mobilise les finances et il fait le pont et on met un péage là-dessus pour lui permettre de se faire rembourser. Ce qui a été décidé sous le gouvernement Bidi. Mais les travaux, tous les travaux de recherche, tout avait été fait. Il faut que nous ayons le courage de dire l'honnêteté de les dire. Mon petit Bidi lui-même aujourd'hui, il ne reconnaît pas que ces travaux, les temps avaient commencé à travailler, mais nous on le sait. Que pour faire ce pont, il fallait commencer par dédommager un certain nombre de personnes qui se trouvaient sur l'emprise du pont. C'est-à-dire que la voie qui devait permettre de pousser du pont pour faire la extension sur le boulevard jusqu'à Bertrand, il y avait de l'emprise, tous ceux qui étaient sur cette emprise-là, il fallait les dédommager. Alors, je vous donne un exemple. Pour nous qui avons vécu, c'était une période, moi, on était encore tout très jeune, dans nous étions des Nord-Tandil, mais nous savons très bien ce que c'est que le maquis la bâche bleue. Je vous donne un exemple. Le maquis la bâche bleue, là, qui se trouvait à la jonction de Marcory, ce maquis-là, je vous donne un exemple, hein, tout simplement pour que les gens comprennent de quoi je parle. C'est ça, allez-y. Le maquis qui se trouvait au niveau de Marcory, pour faire dans la jonction, on l'a enlevé ce maquis, et ils ont dédommagé la dame qui avait le maquis, puisqu'il profitait de la maison qui servait de maquis. Et c'est pourquoi la bâche bleue, là, le maquis de la bâche bleue se trouve maintenant vers Port-Boué. La dame a été dédommagée. Et le dédommagement de toutes ces personnes qui étaient sur cette emprise-là a coûté 6 milliards, financé par l'État de Côte d'Ivoire sous Henri Konaté. Il faut avoir le courage de dire. Donc, les travaux du pont avaient déjà pratiquement commencé là-dessus. Malheureusement, il va y avoir le problème de 18 milliards. De ce fameux 18 milliards où il y avait la surfacturation et laquelle l'Union européenne a mis la tête de à prix. Et cette mise à prix là a été exécutée par Ouattara, M. Ouattara de façon merveilleuse à son niveau, en tout cas ce qui le concerne, un certain 24 décembre 1998. Donc, avec une histoire de 18 milliards, de l'Union européenne, tout le monde se rappelle, les financements ont été suspendus, les appuis extérieurs des bailleurs de fonds ont été suspendus, parce que la coopération financière entre la Côte d'Ivoire et les bailleurs de fonds s'était arrêtée. Il y a eu le coup d'État de 1989. Aujourd'hui, sauf être de mauvaise foi, tout le monde sait que ce coup d'État-là, le plus grand, le maître ouvrage de ce coup d'État-là, c'est bien M. Ouattara, c'est pas qu'on se le cache, et moi je n'ai pas voulu cacher ça. Donc, le pont qui devait être réalisé, si le coup d'État ne s'est pas réalisé, qui devait être réalisé logiquement, le pont finissait en 1999. En plus, en 2000, le pont finissait. Donc, le coup d'État intervient. On fait les élections. Le problème du pont revient dans les projets du président Laurent Gbagbo, qui fait une autre proposition qui estime qu'un pont à péage pose un problème. Et il a raison. Il a raison que sur les 3 ponts qui desservent la partie sud d'Abidjan, si vous mettez un péage sur le pont, vous n'avez pas réglé le problème de l'embouteillage. Parce qu'un centimètre que vous prenez après à la rivière qui va de l'autre côté et qui doit payer 300 francs, au début c'était 700, je l'envoie à 300. Je dois partir avec un client revenu, ça me fait 600 francs. Mais si c'est le montant exact de sa cour, qui fait les 600, il ne va pas accepter, il va vouloir aller sur les autres points qui sont libres. Vous comprenez? Donc, le pont de péage pose un problème. Le président Gbagbo en est conscient. Il dit non, faites-moi une étude sans pont de péage. Parce que le pont de péage n'a pas réglé le problème. On refait une étude et les Chinois nous proposent une technologie nouvelle.
et qui est moins cher pour nous construire ce pont à 60 milliards. Entre-temps, vous continuez, vous écoutez très bien. Entre-temps, dans l'étude qui avait été faite en son temps, Bédié n'avait pas prévu l'échangeur au niveau du village KBP. Donc, c'est-à-dire, vous prenez un pont, vous tombez sur un feu. Et forcément, ça va alourdir la circulation. Donc, il fallait changer à un échangeur. Le PNF propose donc au président Laurent Gbagbo qui accepte. Donc, on y ajoute au pont l'échangeur du village KBP qui n'était pas programmé. Cet échangeur fait un surcoût de 10 milliards. Donc, le président Gbagbo dit attention, si j'ajoute 10 milliards ou 86 milliards, ça me fait 95 milliards, ça risque d'allonger le délai d'exploitation du pont par les concessionnaires, et ça, je ne peux pas accepter. Donc, négocier avec Bouygues, qui fait le concessionnaire sur Bédié, pour que le pont, là, on le donne aux Chinois qui nous proposent à 60 milliards, et que Bouygues fasse donc, comment on appelle, la jonction, l'échangeur, là, et qui peut comprendre l'échangeur de 10 milliards. C'est que Bouygues accepte. Et Bouygues reçoit 3 milliards d'avant sur le fonds en 2010 sur le gouvernement Gbagbo pour commencer les travaux d'échangeur. Il reçoit 3 milliards sur ces 10 milliards, Bouygues reçoit 3 milliards sur les fonds de l'État de Côte d'Ivoire pour commencer les travaux d'échangeur qui étaient essentiels pour faire les travaux les travaux du pont. Donc, c'est un accord sur démarrage que Bouygues a perçu. Mais ces travaux ne vont jamais commencer en 2010, ça ne commencera pas. Tout simplement parce qu'entre-temps, il y a un cheval de Troie qui était dans le gouvernement qui s'appelle Patrick Kachi, qui aura joué par tous les moyens possibles pour retarder le commencement de ces travaux. Parce qu'il voulait tout faire pour que le bénéficiaire soit un certain Ouattara. Il faut qu'on comprenne très bien. Donc, Bouygues a reçu un décaissement, la part de tel côté n'avait pas commencé à faire son travaux au niveau de l'échangeur. Donc, ça c'est le côté échangeur. Bouygues accepte donc de rompre notre contrat pour la construction du pont, mais le contrat même est donné aux Chinois. Mais le président Gbagbo n'est pas d'accord pour recueillir un péage. Donc, il nous demande alors à son gouvernement de faire une étude pour voir où trouver un financement propre sans qu'il y ait un concessionnaire extérieur. Et la formule est trouvée sur ce qu'on appelle les comptes péquettes qui sont ouverts à un compte péquette qui est ouvert à BNI, financé par les prélèvements, c'est une question de prélèvement sur tous les produits pétroliers. Et ce compte, au moment où le gouvernement, le 11 avril qu'on nous chassait du pouvoir, l'armée française nous chassait du pouvoir le 11 avril, ce compte avait déjà 27 milliards sur ce compte, sur les 60 milliards de prévus. C'est-à-dire qu'on a placé en 2010. Donc, au plus tard en 2011, on aurait déjà les 60 milliards pour faire les travaux là-dessus. Donc, c'est ce que la parole revient et remet en cours et redonne donc le contrat à Bouygues, puis le fait maintenant à 152 milliards pour s'occuper de ce que le fonds nous a commis à Bouygues. Donc, il faut que vous compreniez très bien. Dans la réalité, les travaux de ce pont avaient déjà largement commencé. Depuis 1997, qui aurait dû finir en 2000, il y a eu le coup d'État de 1999. En 2000, quand nous avons commencé, nous, on devait finir le pont au plus tard, en 2002, il y a eu la rébellion, et nous tous nous savons qui est derrière cela. Mais malgré cela, ce pont-là, le président Gbagbo a commencé à travailler sur ce pont, et que je vous dis que sur l'échangeur, il y a quelque chose, on avait déjà financé à hauteur de 3 milliards, sur les 10 milliards que l'échangeur devait coûter, au niveau donc de la jonction de donc, il n'est pas possible que même un magicien d'arriver à un pouvoir et de montrer des impôts très réduits, chercher le financement, trouver les partenaires et le faire en moins de 3 ans. Ce n'est pas possible, même le président magicien ne peut pas le faire. Ce travaux existait, c'était du cas à consommer, et ce pont-là fait partie de plus de 200 projets qui avaient été déjà arrêtés pour lesquels le bénéfice sous le président Laurent Gbagbo avait fait des études bouclées tous ces 200 projets-là sur cette preuve de bénéfice grâce au génie que le bénéfice avait de se redéployer en Afrique et de chercher des marchés africains pour avoir les moyens de faire ces études-là. 200 projets là-dessus. Et c'est tout à l'heure, je vous donnerai un petit nombre de ces projets. Donc le pont en question là, dans la réalité n'a pas été gagné par Ouattara, c'était un pont qui était déjà en travaux, sans Ouattara qui est fini. Et c'est plutôt Ouattara qui nous a mis en retard depuis 15 ans pour la réalisation du pont, puisque dans la réalité, c'est un pont qui va être bouclé depuis 2010.
en 2005 qu'on a baigné, avant les élections 2006 qu'on a baigné. Donc voilà un peu la situation de façon globale, telle que nous devons l'équilibre. Moi, si des gens ne connaissent pas ça, nous devons les reconnaître. Et je donne l'exemple de la bâche bleue pour que les Ivoiriens comprennent que déjà là, pour construire un pont, il y a d'abord l'étude, et le dédommagement des personnes. On avait déjà fait l'étude, ils ont même dédommagé les personnes. Et je vous donne l'exemple de la bâche bleue, qui a été dédommagée, j'en connais plein qui ont été dédommagés. Le dédommagement a coûté 6 milliards à l'État de Côte d'Ivoire. Et puis, quand Gbagbo est revenu, il a fait une autre étude de ce pont, et en ajoutant des échangeurs pour lesquels les financements ont été diaconés à l'entrepreneur, et nous avions 27 milliards sur notre compte pour pouvoir faire le pont à nous-mêmes. Donc, sur cette question, il n'y a pas à s'en orgueillir. C'est plutôt lui qui a accusé la Côte d'Ivoire d'un grand retard dans la réalisation du projet, qui est un projet normal. Il n'a pas notamment à s'en orgueillir là-dessus, de façon particulière, parce que ce n'est pas son mieux. Merci, monsieur le ministre Katina. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes en train de suivre Diaz Politique, l'émission spéciale, aujourd'hui de notre émission spéciale de politique de la Côte d'Ivoire, au micro Mathieu Boabré. On va aller rapidement du côté de certains de nos intervenants. Voilà la vérité sur les travaux d'Hercule de monsieur Alassane Dramane Ouattara. Vous êtes en train d'écouter le ministre Koné Justin, ex-ministre du budget de Laurent Gbagbo. Voilà, c'est lui qui était, disons, c'est quelqu'un qui est dans le secret des dieux qui est en train de vous donner certaines vérités ici ce soir. Alors très rapidement, le pasteur Dam, vous venez d'écouter monsieur le ministre Koné Katina. Est-ce que vous avez juste une question très rapidement parce qu'on est pris par le temps. Très rapidement, allez-y, posez votre question, pas de commentaires, allez-y. Oui, alors bonsoir monsieur Boabré, bonsoir monsieur le ministre. J'ai une question pour vous. En fait, vous êtes en exil actuellement. Bon, le pont, vraiment, nous, ça nous intéresse peu. Ce qui nous intéresse, c'est maintenant, vous avez parlé de réforme, vous avez parlé de il faut qu'on arrive à changer la donne au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous, quel genre de Côte d'Ivoire est-ce que vous voyez aujourd'hui? Voilà, je voudrais savoir, les Blancs, c'est un fait. Les problèmes que nous avons ne viennent pas forcément des Blancs, de tous les Blancs, toujours à 100%. Alors, que faut-il changer dans notre pays? Ok. Merci, pasteur. Monsieur le ministre, allez-y, si vous avez saisi la question. Merci pour je n'ai pas comment je suis intervenu. Vous pouvez me faire la question rapidement. Je n'ai pas dit que vous allez un peu à mon niveau. Oui, alors, je vais répéter. Je dis en fait... Oui, allez-y, pasteur Nda. Oui, en fait, ma question elle est simple. Les Blancs, c'est un fait. Bon, ils seront toujours là, n'est-ce pas, à nous enquiquiner. Mais nous-mêmes, en tant qu'Africains ivoiriens, qu'est-ce qu'il faut changer dans notre pays, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est de notre responsabilité? Voilà. Pour que notre pays puisse effectivement décoller. Okay. Vous avez entendu, monsieur le ministre? J'ai bien entendu, mais nous sommes responsables de plus de 90% de ce qui nous arrive. C'est pourquoi tout à l'heure dans mon livre, je parle d'audace la lecture. Il nous faut de la volonté pour sortir d'une situation qu'on nous impose. Et nous ne sommes pas les premiers, nous n'avons pas créé l'humanité. Je donne toujours un exemple aux gens. En 1960, les Chinois mouraient de faim. Vous avez connu ce qu'on appelle la grande révolution chinoise de 1949 à 60, les Chinois mouraient de faim. Ils ont accepté le sacrifice qu'il faut pour la nation, pour leur nation. Ils ont accepté de rompre avec ce qui les empêchait d'avancer. Donc, notre responsabilité, elle est totale. Puisque nous sommes dans un système d'esclavagisme, mais tant que l'esclave ne se révolte pas, évidemment, ce n'est pas le mec qui va le libérer. Donc, notre responsabilité, elle est totale. Je suis d'accord. Moi, je n'attribue même plus les Blancs. Ils sont dans une logique. Ils ont établi un système. Ils l'ont établi dans leur intérêt. Ils n'ont pas établi dans notre intérêt. Alors, si nous sommes dans un système dans lequel nous n'avons pas d'intérêt dedans, c'est que nous faisons. Il faut changer cela. C'est pourquoi je suis choqué quand quelqu'un me dit encore en Côte d'Ivoire, il faut aller à des élections parce qu'on l'a mis d'aller à des élections.
Il faut arrêter ça parce qu'on a envie de faire ça. Ce n'est pas acceptable ça en 2014. Donc, notre responsabilité est effectivement totale sur la question. Mais il faut que nous puissions assumer, c'est de dire non, et de dire le non là, il faut que le débat le faire. Mais parce que nous allons être dans une situation où nos présidents sont choisis par l'extérieur. Et qu'en Afrique, de façon globale, on peut arrêter un chose quand il y a une élection pour l'envoyer en prison la CPI et que l'Afrique ne se révolte pas. Mais ce qui se passe, avec le président de Rabondier, c'est parce qu'il y avait un autre président, et pas ainsi de suite. Et ce n'est que la copie de ce qui s'est passé au niveau de la coordination du travail. Ok. Merci. Merci, monsieur le ministre. Alors, rapidement, Jacques Roger, vous avez une question là-bas au niveau de Washington, allez-y. Allô, Jacques? Bon, on a perdu Jacques. Alors, monsieur Adjei, est-ce que vous nous entendez? Vous avez une question rapidement au niveau de Maryland? Oui, Matt Boisbré, je vous entends très bien et j'ai une question pour notre ministre. Allez-y rapidement. Rapidement. Oui, vraiment, je voudrais le saluer et le féliciter rapidement pour cette précision capitale qui, pour moi, met définitivement la pendule à l'heure, parce que les gens nous narguent et nous sommes fatigués. Alors, monsieur le ministre, le médiateur, mais je dirais le concepteur du drame ivoirien et le médiateur Blaise Compaoré est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donnez-moi votre impression de cette présence que je dirais indésirable. Je vous remercie. Merci, monsieur Adjei. Alors, monsieur le ministre, allez-y. Allô, monsieur le ministre? Alors, voilà. Allô, monsieur le ministre, Jacques Roger. Monsieur Adjei, vous m'entendez? Oui, Matt, je vous entends. Je vous entends, Matt. Voilà. Ok. Vous m'entendez? Oui, monsieur le ministre, allez-y, on vous entend, allez-y. Voilà. Donc, je disais qu'effectivement, notre responsabilité est totale, elle est entière, elle est engagée, parce que nous n'avons pas le courage d'arriver de regarder les situations. Nous pensons pouvoir nous en sortir, alors que nous sommes dans un système qui est en esclavage, et effectivement, il est beaucoup plus de la responsabilité de l'esclave de se battre pour sortir de l'esclavage que du maître, puisque le maître, il a conçu l'esclavage pour justement pour tirer le meilleur parti de l'esclavage. Donc ce n'est pas lui qui se bat contre l'esclavage, c'est plutôt l'esclave qui va se battre. Je suis totalement d'accord avec engagé. Alors, vous n'avez pas entendu certainement l'autre question de M. Adjei, il va la reprendre rapidement. M. Adjei, allez-y, votre question depuis Maryland. D'accord, bonsoir Monsieur le ministre. Avant de poser la question, j'avais dit, avant de poser la question, que je vous remercie pour cet éclaircissement qui, pour moi, met définitivement la pendule à l'heure parce que les gens nous narguent, ils pensent que c'est du nouveau au soleil. La question, c'est la présence de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Quelle est votre impression, sachant bien que c'est lui qui est la base du drame ivoirien? Quelle est votre impression? Bien, je pense que Blaise Compaoré doit tenir un jeu pour nous. Tenir un jeu pour nous, tenir un jeu pour le peuple ivoirien. Et je pense que tout cela doit nous attirer notre attention et renforcer notre responsabilité vis-à-vis d'un certain nombre de questions. Blaise Compaoré ne peut pas venir faire ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire et venir s'y installer comme s'il rien n'était. Ce n'est pas possible. Donc, si ma position, elle est claire, elle est nette, que sa présence en Côte d'Ivoire n'est ni bonne ni pour la Côte d'Ivoire, ni pour le Burkina Faso. Parce qu'à chaque fois que Blaise Compaoré sera sur le sol, que nous le verrons, nous nous rappellerons qu'il y a un conflit entre le Burkina et nous. Or, nous avons intérêt à ce que ce conflit s'estompe, que cette méfiance-là s'estompe. Donc, la présence de Blaise Compaoré est doublement dangereuse, et pour la Côte d'Ivoire, et pour le Burkina, et elle n'est pas acceptable. Je la condamne, et je pense que les Ivoiriens doivent tout faire pour ne pas que cette présence-là, qui est une provocation de plus puisse maintenir. Merci, monsieur le ministre. Alors, on va rapidement du côté de Mme Nyoan, là-bas aussi à Maryland. Mme Nyoan, vous nous entendez? Votre question, s'il vous plaît, allez-y.
Merci bien, Baudré. Bonsoir à M. Katina. Il a parlé de l'engrenage colonial. Est-ce qu'il a une idée pour que nous, Ivoiriens, nous sortions de cet engrenage? Parce que malgré ce que nous avons vécu, il vient d'en décrire une partie à propos du pont, que c'est encore le même Ouattara qui a bloqué l'érection de ce pont pour aujourd'hui en faire un sujet de campagne électorale. Malgré cela, dis-je, quand j'entends les discours des politiciens, ils restent encore dans leur clan politique. Quand vous entendez quelqu'un du FPI parler, il parle de la Côte d'Ivoire selon la lorgnette du FPI. Je prends le PDCI, c'est selon la lorgnette du PDCI. Quand pensez-vous, monsieur le ministre, que le cas de la Côte d'Ivoire doit être vu comme un cas national préoccupant tous les Ivoiriens, afin que tous, la main dans la main, nous puissions être unis pour changer la donne et sortir de cet engrenage colonial? Quel est votre point de vue sur le clanisme politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, alors qu'on devait être tous unis pour sortir notre pays de la situation? Je vous remercie. Merci, Madame Nyon. Alors, allez-y, Monsieur le ministre, très rapidement. Je vous remercie, Madame. Écoutez, dans tous les pays du monde, les partis politiques qui concourent à l'expression du pluralisme, de la démocratie et de l'expression de la volonté des populations se battent pour le contrôle du pouvoir. Ça, ce n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire ne fera pas l'exception. Mais ce qui est fondamental, c'est que dans les pays sérieux, il y a ce qu'on appelle la ligne patriotique. La ligne patriotique. Et cette ligne patriotique, je suis d'accord avec vous, madame, qu'elle va au-delà des questions de partis politiques. Et l'exemple le plus parfait, c'est nos relations avec la France. Hollande est venu, il n'a pas fait mieux que Sarkozy. Parce que Hollande ne peut pas faire mieux que Sarkozy dans les relations avec l'Afrique, puisqu'il sait que toute la France ne repose que sur ces genres de relations. C'est ce qu'on appelle le minimum patriotique. C'est qui va au-delà des partis politiques et qui s'inscrit dans notre volonté d'aller en avant. Et il y a des questions fondamentales en Côte d'Ivoire qui sont dans cette logique. Mais le gros problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est que nous devons accepter à tous les niveaux d'opérer une rupture. Le président Gbagbo l'a opéré au niveau du FPI en disant nous devons compter sur nous-mêmes pour avancer. Dans les difficultés du pays, il nous a donné une âme de combattant qui aime son pays et qui est prêt au sacrifice. Je vous dis que dans la crise, là, malgré la crise, la Côte d'Ivoire a remboursé sa dette et ce qui a favorisé le PPTE. On oublie souvent, je vais revenir là-dessus, il faudra que j'ai le temps de revenir là-dessus, que le PPTE, là, que la Côte d'Ivoire devait boucler ça depuis 2002. Au plus en 2003, la mission même qui allait aux États-Unis, pour aller au FMI, pour aller finaliser le dernier accord, le dernier protocole, hein, a été bloqué en France par le coup d'État de 2002. Donc, fondamentalement, il y a une certaine rupture. Le président Gbagbo a bien mis cette rupture-là au cœur de la gouvernance en Côte d'Ivoire. Mais les partis dont parle le PDCI, il y a aussi une volonté du PDCI de rompre avec. Mais le leadership aujourd'hui du PDCI, c'est le leadership de l'aile française. Donc, vous ne pourrez tirer de cela. Il faut alors que, manifestement, au sein des partis, il y ait cette rupture-là qui s'opère et qu'on s'entende sur l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on peut se discuter sur la prise du pouvoir, mais on prend le pouvoir pour quoi? Est-ce que nous prenons le pouvoir pour changer les choses, ou bien nous prenons le pouvoir parce que nous voulons jouir tout simplement du pouvoir? Or, pour changer les choses, il faut que nous nous entendions sur le minimum. Dit que notre pays est en danger sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan militaire. La nation ivoirienne est en danger. Et que ce soit ce minimum-là sur lequel nous devons construire notre approche et nous avancer. Et je pense que ce sont des éléments essentiels. Et Madame Dusseton, vous avez raison. Il faut que nous quittons le clanisme sur un certain nombre de questions
Mais ça n'enlève rien du tout au fait que effectivement les partis politiques sont faits pour se combattre pour prendre le pouvoir. Donc, je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Alors, Madame Nyon, on va aller rapidement. On n'a que quelques 10 minutes maintenant. On va aller rapidement du côté de Jacques Roger pour poser lui sa question, une seule, et puis on va permettre au ministre de conclure. Jacques Roger, allez-y. Oui, monsieur Boisbré, est-ce que vous m'entendez, hein? Oui, on vous attend. Allez-y, Jacques. Voilà, merci beaucoup, hein, monsieur Mathieu Boisbré, merci beaucoup encore, monsieur le ministre. Hein. Alors, la question a des volets. Hein. La première partie, hein, monsieur Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo, hein, a dit que le FPI est un instrument de combat et que monsieur Laurent Gbagbo a besoin donc de son instrument pour ce combat. Alors, la question que nous posons, est-ce que le Front populaire ivoirien est une chasse gardée donc de la famille Gbagbo? Et la deuxième question qui est donc liée à sa première question, en tant que porte-parole donc de M. Laurent Gbagbo, hein, est-ce qu'il vous a dit hein, qu'il était donc candidat hein, à la présidence donc, du Front populaire ivoirien? Voilà, monsieur le ministre, allez-y, on s'attend. Oui. Je termine, je pense par là où il a terminé. Je l'affirme, je le confirme, le président Laurent Gbagbo m'a dit qu'il est candidat à la tête du parti. Et j'ai eu à informer le président Atchi avant qu'il dépose sa candidature en tant que porte-parole pour cette volonté, dont le président Atchi savait en allant déposer sa candidature que le président Gbagbo était déjà candidat. Je l'affirme et je le confirme. Mais ceci dit, c'est une erreur d'interprétation de penser que les propos de Michel Gbagbo veulent dire que le FPI est une chasse gardée de la famille Gbagbo. Non. Le FPI n'est pas une chasse gardée de la famille de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo lui-même, quand il a pris le pouvoir d'État, c'est lui qui a décidé de renouveler la carte politique et de confier le pouvoir au sein du parti à la jeunesse, à la classe la plus jeune, qui était celle de Assimi Goïta. Ce qui se pose comme problème aujourd'hui, c'est que depuis pratiquement le 11 avril 2011, des personnes s'attellent à tourner l'instrument de combat que le président Laurent Gbagbo a créé, à le tourner cet instrument contre lui, contre les intérêts de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas acceptable. Cher ami, ce n'est pas un problème de chef gardé, mais ce n'est pas acceptable ça. Chaque parti a une âme. Chaque parti a une idéologie. Je vous le dis, moi j'ai entendu le président Mamadou Koulibaly me dire en face, on ne peut pas parler du président Laurent Gbagbo, c'est une question qui fâche. Je lui ai posé la question qui fâche qui? Il dit les blancs, il dit mais le FN n'a pas été créé pour les blancs. C'est la même chose que le président a fait. C'est la volonté d'instrumentaliser le parti contre Laurent Gbagbo, ce n'est pas acceptable. Donc si vous le voyez sous forme de chasse gardée, c'est que vous n'avez pas encore compris la profondeur du combat dans lequel nous sommes. Le FPI est un instrument qui fait peur. Donc ceux qui nous ont enlevé du pouvoir, qui veulent en avoir le contrôle, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. Et si tant qu'il est vrai que chacun dit je ne me bats pour Gbagbo, donc c'est lui qui fait le ciment, alors confions-lui pour que le ciment puisse se faire et qu'on reparte de nouvelles bases. Ce n'est pas un problème de chasse gardée. C'est un problème de logique. Cher ami, il n'est pas acceptable que votre instrument que vous avez fait pour vous battre, votre instrument de combat, pour la promotion de tout le monde, que cet instrument, quand vous êtes dans les difficultés, les uns et les autres le retournent contre vous. Ce n'est pas acceptable. Voilà ce que je veux dire sur la question. Merci, monsieur le ministre, merci. On va vous donner le temps de nous dire ce que vous voulez qu'on retienne justement quand vous regardez aujourd'hui tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Le pays est en construction, le pays est en chantier, le pays a un taux de croissance de près de 2 chiffres, le gouvernement Ouattara fait du bon boulot. Alors quel est votre regard sur tout cela, dans votre conclusion, ce que vous voulez que la diaspora retienne exactement? Alors, je voudrais vous dire sur de la politique. Ouattara et son système, ce sont des spécialistes de l'illusion. Ce sont des spécialistes de l'illusion. Je vais pas vous écouter très bien ce que je vais vous dire sur une certaine question. Je vous ai déjà parlé du pont. Je vous parle de l'échangeur de la Riviera Palmeraie. L'échangeur de la Riviera Palmeraie, les financements, lorsque en 2009, le président Gbagbo a pu obtenir le point d'initiative PPTE, la Banque mondiale a décaissé un certain montant autour de 60 milliards pour donc faire un certain nombre de travaux d'assainissement au niveau de la ville d'Abidjan. Sur ces sommes-là, le président Gbagbo a demandé et obtenu de financer l'échangeur de la Riviera Palmeraie, dont les financements existaient déjà. Encore, sur ce plan, celui qui a rétabli le travail, c'est bien Patrick Hachi, qui était le ministre de l'Infrastructure.
Et c'est les Ivoiriens qui sont conscients, qui connaissent Dieu, se rappellent très bien que déjà, des machines étaient déjà là. Moi, j'ai habité le quartier et ces machines étaient là. Et elles travaillaient beaucoup plus la nuit parce que ça a été de faire une étude du sol pour voir quel est le canage que ce sol peut supporter. Donc, les travaux avaient déjà commencé. Et je vais plus loin. Pour faire ce travail-là, sachant que ça allait entraîner un certain nombre un bouchon au niveau de la circulation, le président Gbagbo a fait bitumer la voie qui quitte depuis la rivière Palmeraie qui est parallèle au boulevard de Mitterrand, là, qu'on appelle boulevard de France. Non, boulevard Mitterrand, là, la route qui va vers Gervais, là, on continue d'appeler ça boulevard Mitterrand. Bon, qui prend ce boulevard-là, et parallèle en venant de la rivière Palmeraie jusqu'à la jonction de la route qui va à Toban. C'était déjà en préparation des travaux de circuit échangeur que le président Gbagbo a fait bitumer cette voie pour permettre aux gens de ne pas s'encombrer sur la voie quand les travaux vont recommencer. Ça, c'est la première preuve que les travaux avaient déjà commencé à changer. Et je vous le dis, le financement a été trouvé pour le président Laurent Gbagbo quand il a fait l'initiative PPTE. Le pont de la Riviera, qui relie la Riviera de 7e tranche à 8e tranche, ce qu'on appelle la Dibi. Ce pont de la 8e tranche à la 7e tranche, le pont était quasiment fini. Ceux qui sont honnêtes savent que déjà en 2009-2010, les travaux d'extension de la voie du Zoo, qui fait William Civil à Bobo en passant par le Zoo, était pratiquement fini. Était même déjà en circulation, tout le monde est honnête là-dessus. Ceux qui sont honnêtes le reconnaissent. Il ne restait plus qu'à faire la jonction pour laquelle le financement existait. On devait commencer les travaux entre le Angré, en passant par le Maou, le tronçon Angré-Maou, était financé également par ces fonds-là que le président Gbagbo a obtenu quand il a eu l'initiative PPTE. Ça, c'est à concerne les 20 personnes de voie. Tout le monde se rappelle que le pont de Jacquesville, que Ouattara Katel allait inaugurer, le pont de Jacquesville, les travaux avaient commencé, le président Gbagbo a fait la première pierre, les travaux ont commencé, et ce jour-là, celui qui a fait le discours, c'est le ministre Mel, et j'y étais, et je rappelle très bien la phrase que Mel avait dit. Monsieur le président Laurent Gbagbo, les Daladjans, ce qu'on appelle les 3 A de cette zone-là, qui rappelleront que vous avez été de ceux qui les a fait renvoyer sur le continent. Les travaux avaient commencé, et la société qui fait ça, c'était une société égyptienne, Arab Contractor. Vous avez ce contrat-là. Et la pierre avait été déjà posée, et les travaux avaient déjà commencé. Les travaux d'extension du port autonome d'Abidjan avaient commencé, et qui devaient se terminer par un pont qui doit relier le Pougon. On avait commencé à faire l'île Boulay, de Guerpille, les gens de l'île Boulay, pour faire les travaux d'extension a commencé sous le président Laurent Gbagbo. Je vous l'ai dit, il faut que les gens comprennent très bien ce que je suis en train de dire. Et personne ne peut me contredire. Pour désenclaver Abidjan, le président Gbagbo a l'autoroute à Bassam, également la voie express. Le financement avait été déjà trouvé, l'entreprise déjà trouvée, et tout avait été déjà bouclé. L'entreprise trouvée, il ne restait qu'à commencer les travaux. Et il restait maintenant, le président Gbagbo voulait faire un point, il a dit, mais dans tous les cas, je dis, on ne peut pas régler la question de la jonction, la question de l'embouteillage au niveau d'Abidjan, si on ne fait pas un pont entre Benjerville et une voie entre Benjerville directement par Bassam. C'est justement la Y4 dont je vous ai parlé, qui fait la peinture, et qui permet donc à ceux qui viennent et qui n'ont pas envie de passer par les plateaux ou de passer directement pour aller à Yopougon et continuer à aller dans le nord. Ce pont c'était un pont pour lequel on cherchait le financement, on n'avait pas encore trouvé le financement, mais c'était un projet du président Laurent Gbagbo. Et puis, l'autoroute, tout le monde a vu, même si on a les yeux fermés, que l'autoroute était à Yamoussoukro. Mais le jour qu'on inaugurait l'autoroute, on n'a même pas l'humilité de reconnaître que c'est l'œuvre de Laurent Gbagbo. C'est l'œuvre de Laurent Gbagbo, l'autoroute du Nord. Je vais plus loin. Le président Gbagbo, justement pour décongestionner, a construit un pipeline. On oublie ça, un pipe, comme c'est souterrain. Ouattara n'aime pas ce qui est souterrain parce que les gens ne voient pas. Mais il a fait un pipeline de Abidjan-Boaké pour faire la connexion entre le stock du pétrole au niveau de Gestossi, la Gestossi de Boaké et la Gestossi de Yamoussoukro et Boaké, de sorte que les camions burkinabés ne devaient plus venir jusqu'à Niger, Mali, ils ne devaient plus venir jusqu'au port. Ils devaient pouvoir prendre leur partie du carburant au niveau de ces parties. Le pipeline a été construit, totalement construit. On oublie également que
tout ça, ce sont des situations palliatives. La solution, c'était le transfert de la capitale à Yamoussoukro, pour lesquels le président Laurent Gbagbo avait déjà inauguré un hôpital qu'on avait construit au niveau je suis honnête, qui a été financé par le clergé, qui a été financé au niveau de Yamoussoukro. Mais on oublie l'hôtel des députés et tous les travaux qui avaient cours là-bas. Mais Ouattara n'a pas envie de continuer ses travaux parce que c'est à Yamoussoukro, personne ne le voit. Il veut faire ce que les gens voient, mais pas dans l'intérêt des Ivoiriens, mais dans son intérêt à lui. Sinon, la meilleure solution, c'était de continuer les travaux au niveau de Yamoussoukro. Mais il ne l'a pas continué, mais le président Gbagbo a construit l'hôtel des députés au niveau et qui devait prendre des transferts. La route Tengrela, Boungali, la première pierre, le contrat, les financements avec ces et les travaux ont commencé, l'ouverture des voies avait commencé sous Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo qui a fait la première pierre au niveau de la route Tengrela. L'hôpital de Yamoussoukro de Gagnoua, pour lequel Ouattara a fait l'inauguration, qui n'a même pas eu ne serait que l'amitié et l'élégance morale de dire merci au président Gbagbo Laurent. C'était totalement fini. Quand il y a eu la question des déchets toxiques et qu'il y a eu des dédommagements, une partie de l'argent, le président Gbagbo l'a affecté à la construction d'un certain nombre d'initiatives, dont l'hôpital d'Angré, qui est pratiquement fini. Et le président Gbagbo a acheté la première IRM. Maintenant, IRM que vous connaissez, tous ceux qui font la médecine connaissent, pour qu'il a déposé au CHU de Très Civil, qui était la première fois qu'on fait l'IRM dans un hôpital public. Donc, ce sont des trucs qui ont été réalisés totalement, pour certains, sous le président Laurent Gbagbo. Alors, il ne faut pas qu'on ait l'impression et que nous ayons, on fasse la fine bouche en disant non, non, le pays était en chantier. Dans un pays divisé en deux, nous avons remboursé les dettes de la Côte d'Ivoire, nous avons appris à compter sur nous-mêmes et nous avons réalisé tous ces projets-là, dont un vaste projet d'entretien de traitement d'eau usagée qui existait. Le président Gbagbo, quand nous avons pris après l'élection de 2012, nous a instruit pour qu'on trouve une formule par rapport au niveau de, et ça, le président est bien placé pour en parler, puisqu'on en a suffisamment parlé, entre la question de l'eau qui stagne au niveau du plateau, au niveau de l'indémie. Le président a dit, écoutez, c'est une situation, on ne peut pas la régler si on ne fait pas un échangeur qui passe au-dessus du pont, le petit pont qui va pour tomber directement sur l'autre rive du côté de la Pisane, là, un échangeur qui faisait partie de l'NDD, de sapeurs-pompiers de l'NDD. Ça permettait donc de finir, de ne plus nous occuper de ce qui se passe sur la terre, parce que le niveau de l'eau est tellement bas là-bas, à ce niveau est plus bas que le niveau de l'eau, de sorte que l'eau n'arrive pas à rentrer à la lagune, et la meilleure solution, c'est de faire un échangeur là-dessus. Donc, chers amis, il faut que les gens comprennent qu'il n'y a pas à faire. Il ne faut pas que les gens aient l'impression que la Côte d'Ivoire a arrêté, c'était arrêté, et que non. Ouattara est en train de tirer les profits des travaux qui ont été réalisés. Et il a fait exprès. Il a fait le coup d'État, la rébellion, il a fait la guerre 2011. Son objectif, c'était pour ça. Mais que les Ivoiriens ne soient pas amnésiques. Que les Ivoiriens ne soient pas amnésiques. Tous ces travaux ont été réalisés pour beaucoup sous Laurent Gbagbo, dans un pays divisé en deux, qui n'a pas eu d'appui extérieur, qui a été financé, jusqu'à ce que nous ayons d'initiatives PPP pour lesquelles alors la Banque mondiale a décrété ce qu'un certain nombre de fonds pour nous accompagner. Et ce sont ces fonds qui ont été créés, qui ont été réinvestis dans tous les projets dont je viens de vous parler. Donc le pont Jacquesville, c'est le travail de Laurent Gbagbo, c'était un travail qui était fait par le président Laurent Gbagbo. L'autoroute, la maison des députés, l'hôpital d'Angré, l'échangeur, la région Palmeraie avait commencé sous le président Laurent Gbagbo. Le pont, troisième pont en question dont on parle, qui avait commencé sous Gbagbo et dédié et suspendu. Le président Gbagbo avait, je vous ai dit qu'il avait déjà commencé à financer la construction de l'échangeur et que les travaux n'ont pas commencé parce qu'il y avait justement quelqu'un qui jouait un mauvais coup là-dessus. Donc, il faut que nous comprenions très bien qu'aucun projet, et quand vous prenez bien le projet de Ouattara dans sa ligne de campagne, il ne parle pas de ses projets dans son projet de campagne. Parce qu'il savait que c'était des projets qui existaient déjà. Il pense que c'est des projets qui existaient déjà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Et je vais finir par là pour le troisième point. On va donner raison au président Laurent Gbagbo qui dit je ne voulais pas de péage. Vous savez qu'ils vont fermer, sous le prétexte qu'ils veulent faire des travaux au niveau des deux ponts, ils vont les fermer pour obliger tout le monde à passer sur ce pont-là afin de refaire rembourser rapidement de l'argent à Bouille. Ce qui est anormal. Les ponts au fouet et le pont de Gaulle, ils vont les fermer sous prétexte des travaux. C'est vrai qu'il y a des travaux à faire, mais ces travaux ne nécessitent pas qu'on ferme les ponts.
Ils vont le fermer, peut-être pour 1 an ou 2 ans, juste à obliger tout le monde à passer sur le nouveau pont, de sorte à se faire rembourser. Donc, c'est ce que le président Gbagbo ne voulait pas. Un pont à payer dans un pays, vous qui êtes en Europe, moi qui êtes aux États-Unis, moi je suis, en tout cas quand je pouvais y aller en France, je n'ai jamais vu un pont que sur les ponts neufs, tous les ponts que je connais. En France, il n'y a pas vu un seul pont à péage. Mais ici, le président Gbagbo n'en voulait pas et il voulait qu'on fasse un autre système là-dessus. Nous avons trouvé le financement là-dessus. Alors, il ne faut pas tout faire de mauvais sens en pensant que la Côte d'Ivoire est neuve. Non. Nous attendons ce que maintenant Ouattara va faire de ses propres initiatives. Le reste là, non, c'était très consolidé. Il y avait 200 projets pour lesquels l'étude avait été faite et pour lesquels, pour un certain nombre de projets, les financements avaient été déjà mobilisés. Ce qui se passe dans Côte d'Ivoire, c'est l'illusion de la vente, des illusions et des questions de. Et c'est pourquoi, justement, vous allez vous rendre compte que les questions, le taux de croissance dont on parle n'a aucune incidence sur la population. Parce que dans la réalité, quand tu fais des infrastructures, des grands travaux, le New Deal, si vous connaissez bien l'histoire de l'économie, savent bien qu'après la grande guerre, la grande crise en 1929, le président Roosevelt qui est venu au pouvoir avait utilisé ce qu'on appelle le New Deal, c'est-à-dire une ouverture. Dedans, il y avait plein de chapitres, mais là, les chapitres sont faits, les grands travaux pour permettre aux populations de travailler. Paradoxalement, pour Ouattara, les grands travaux appauvrissent les gens. Or, les grands travaux, l'objectif fondamental, c'est de permettre à l'État d'injecter de l'argent pour que, à part les grands travaux, ils puissent avoir donc des retombées de part et d'autre. Mais parce que tout simplement, aucun de ces projets-là, ce sont tous des projets étrangers. Ce sont des projets étrangers. Donc, voilà. Voilà, merci, donc, merci, voilà. C'est ça, voilà. Merci, monsieur le ministre. Je rappelle aux auditeurs que c'était l'émission de Dialogue Politique. Son édition spéciale aujourd'hui, on recevait monsieur Koné Katina Justin, ex-ministre du budget de Laurent Gbagbo, qui était en train de nous donner son point de vue, justement ce qu'on appelle la vérité sur les travaux d'Hercule de monsieur Alassane Ouattara. Beaucoup de travaux qui sont faits aujourd'hui, mais on se demande bien qui les a commencés, qui les a réalisés, qui il faut remercier au fond. Voilà, donc vous venez d'entendre monsieur le ministre Koné Katina, que nous remercions d'avoir répondu vraiment favorablement à notre invitation. Merci encore monsieur le ministre, merci de nous avoir donné tous ces détails et que Dieu vous garde là-bas dans votre exil. Et merci beaucoup, on se retrouve une autre fois pour une autre édition très